Merci. Bonjour. Je vais commencer par remercier Fabien Cazon et Michel Sénécal pour leur invitation et puis surtout pour l'organisation de ce passionnant séminaire qui est l'occasion, si vous me permettez une formule dérivienne, de percevoir combien les spectres de Marx continuent de hanter l'étude de la communication. Donc c'est vraiment une belle occasion de discuter ensemble de ces différents héritages matérialistes et puis de leur actualité pour penser nos domaines et objets de recherche. Je vais aujourd'hui dire quelques mots de Raymond Williams. Je ne le ferai pas toutefois à travers d'un portrait intellectuel. Il y a un certain nombre de portraits intellectuels de Williams qui ont été faits qui sont très bien. Je vous renvoie en particulier à celui de John Higgins, qui s'appelle Raymond Williams, Littérature, Marxism and Cultural Materialism. Ce que j'aimerais faire dans le contexte de ce séminaire, en répondant en particulier à un certain nombre de pistes qui ont été évoquées par Fabien et Michel lors de la séance d'ouverture, c'est de faire de cette séance l'occasion d'un débat autour des Cultural Studies et de leur héritage théorique. Je vais donc présenter Williams et le matérialisme culturel, mais je croiserai aussi sur ma route des figures telles que Stuart Hall ou Althusser. C'est d'ailleurs sur une phrase d'Althusser, un peu provocatrice, que je voudrais commencer. Enfin, la crise du marxisme a éclaté. S'écria Althusser dans un colloque de Venise en 1978. À cette époque, loin de se cantonner aux révisions structuralistes de la théorie marxiste, l'enthousiasme devant la tâche de correction, c'était le terme, du marxisme, était alors partagé de l'autre côté de la Manche par les chercheurs du Center for Contemporary Cultural Studies de Birmingham. Lieu d'émergence institutionnelle des Cultural Studies à partir de 1964, le CCCS, donc ce centre de Birmingham, porte en effet, à la même époque, l'ambition de frayer une voie nouvelle au travers et au sein de la théorie marxiste pour repenser la culture et la communication. Aiguillé par Stuart Hall, qui en fournira, à mon sens, l'élaboration la plus complexe et la plus convaincante, ce projet s'ancre dans les pratiques à la fois théoriques, politiques et pédagogiques des figures tutélaires de ce domaine de recherche, Richard Hogarth, E.P. Thompson et Raymond Williams, bien entendu. C'est en prenant pour point d'horizon l'émergence des Cultural Studies et leur développement international que je souhaiterais aujourd'hui questionner l'œuvre de celui qui fut le plus directement associé au matérialisme culturel, Raymond Williams. Pour ce faire, je présenterai d'abord la redéfinition de la culture accomplie par Williams et qui constitue l'un des socles de formation des Cultural Studies. Dans un deuxième temps, je reviendrai sur la tension constitutive des Cultural Studies entre le matérialisme culturel d'un côté et le marxisme structural de l'autre, particulièrement incarné par Althusser. Et dans un troisième et dernier temps, je proposerai une rapide lecture du champ contemporain des Cultural Studies au regard de cette tension qui, à mon sens, perdure. La Grande-Bretagne des années 1930 et 1940 voit s'épanouir une théorie littéraire d'inspiration critique dont le projet principal consiste en la réaffirmation de l'autorité du canon classique et en la résistance à une culture de masse qui inaugure la phase d'industrialisation des techniques de communication. Principalement portée par Frank Raymond Levis, professeur de littérature anglaise à l'université de Cambridge, cette théorie s'appuie sur une définition idéaliste de la culture qui met l'accent sur les œuvres de l'esprit dont la valeur résiderait dans leur capacité à exprimer l'universalité de la condition humaine. Cette théorie préconise l'analyse textuelle et l'étude des conventions artistiques dans un but de valorisation de la tradition. Le projet nostalgique de Levis, inspiré des écrits de Matthew Arnold et développé dans la revue Scrutiny, déplore la disparition des communautés organiques pré-industrielles et un supposé déclin culturel qui illustrerait particulièrement la transformation du loisir sous l'influence de l'importation massive des produits culturels états-uniens. Connu sous le nom de culture et civilisation, ce courant de pensée contribue en Grande-Bretagne à forger le socle paradigmatique des English Studies.
Et malgré l'opposition farouche de Levi's et de ses disciples à ce qu'il appelle la civilisation de masse, c'est depuis ce courant que Raymond Williams, mais aussi Richard Hogarth, affûtent leurs pensées en s'attelant à la tâche de l'étude des bouleversements culturels produits par la révolution industrielle. Deux ouvrages de Williams vont relever en particulier ce défi et renouvellent au passage la théorie de la culture en synthétisant et dépassant la pensée de Levi's. Culture and Society en 1958 et The Long Revolution en 1961. Williams y retrace les transformations sémantiques intervenues dans un contexte de bouleversements à la fois sociaux, économiques, techniques et politiques. Il s'intéresse en particulier aux usages de l'idée de culture au cours de l'histoire de la littérature et de la philosophie britannique des 19e et 20e siècles. Déplaçant la sensibilité idéaliste de Levi's et son emphase sur le canon littéraire, Williams propose une définition anthropologique de la culture, suggérant que le concept de culture permettrait désormais d'appréhender, je cite, l'ensemble d'un mode de vie d'une société donnée, dans ses déclinaisons à la fois matérielles, intellectuelles et spirituelles. C'est les trois niveaux que dégage Williams. La culture est ordinaire, écrit Williams dans une phrase restée célèbre, et qui accueille une phrase qui ouvre, dans sa définition, à penser les activités les plus communes, les plus triviales de production de signification, qui se trouvent engagées pour organiser et appréhender le quotidien. Proposant d'englober la définition idéaliste dans le cadre d'une définition anthropologique plus large, Williams trace les contours d'une théorie de la culture comme, je cite, théorie des relations entre les éléments d'un mode de vie. S'il s'agit pour Williams de contester le monopole de la culture au monde légitime des arts et de l'érudition, l'enjeu pour lui est également d'appréhender les valeurs et les significations qui imprègnent les institutions et les conduites ordinaires. Cette perspective étend le champ de l'étude de la culture à des domaines aussi variés que, et là je cite Williams dans The Long Revolution, l'organisation de la production, la structure de la famille, la structure des institutions qui expriment ou gouvernent les rapports sociaux, les formes caractéristiques au travers desquelles les membres d'une société communiquent. Les écrits de Williams proposent aussi de concevoir la culture comme le processus même de transformation historique du langage et de la signification. Retracer, comme il le fait, le parcours de l'idée de culture revêt alors un rôle tout à fait singulier, celui de permettre de penser la dynamique du changement social. L'apport singulier de Williams s'explique notamment par sa situation inédite au croisement de deux approches, lévicienne et marxiste, une situation qui l'amène à réévaluer chacune d'entre elles. Williams conteste, par exemple, le partage de la culture entériné aussi bien par Levi's que par le vocabulaire de l'interprétation marxiste de la culture, notamment porté par l'école de Francfort, simultanément aux travaux de Williams. Le terme « masse », tel que décliné dans les expressions « culture de masse » ou « communication de masse », est ainsi jugé par Williams peu pertinent pour rendre compte de la transformation concomitante des techniques de communication et des rapports sociaux. Williams y voit même un piège de la pensée qui déprécierait l'expérience culturelle de la classe ouvrière en déconsidérant, par exemple, des avancées telles que la démocratisation de l'information qu'aurait permis l'industrialisation de l'imprimerie et la naissance subséquente de la presse. Plus particulièrement, Williams interroge la position d'énonciation impliquée par le terme « masse ». La masse, c'est les autres, écrit-il, pour illustrer combien l'emploi même du terme lui apparaît comme un moyen de s'abstraire du public étudié. Pour Williams,
toute théorie de la communication serait plutôt une théorie de la communauté. Théorie de la communauté parce que appréhender les techniques de communication impliquerait nécessairement de décrire les relations sociales et les rapports sociaux au sein desquels elles se déploient. C'est une position que Williams va notamment illustrer au travers de son étude de la télévision, dans laquelle il va récuser le déterminisme technologique, notamment celui de McLuhan. Williams met, dans cette voie, Williams met en garde contre la thèse marxiste d'une fausse conscience. C'est vraiment un élément qui sera saillant dans toute une partie de son travail, je pense notamment à Marxism and Literature. Thèse d'une fausse conscience qu'il perçoit comme reposant sur une vision condescendante de la classe ouvrière, seule entité sociale assimilable à ces dites masses dans une fausse conscience, classe ouvrière qui se verrait ainsi considérée comme étant nécessairement une communauté anomique, c'est-à-dire dépourvue du filet de relations sociales permettant une intégration positive de ces nouveaux moyens de communication. Comme le note Douglas Kellner dans un texte désormais célèbre, l'histoire des Cultural Studies britanniques et de l'école de Francfort est en grande partie l'histoire d'une rencontre manquée. Et cela, si on suit la thèse de Kellner, sans doute du fait d'une différence d'appréhension de la classe ouvrière, ou en tout cas d'une différence de perception. En effet, pour Williams, l'école de Francfort est vue comme peinant à considérer la classe ouvrière comme un acteur du changement, là où ses propres travaux, et puis un certain nombre de travaux en Cultural Studies britanniques, l'auraient dépeinte comme devant jouer un rôle moteur dans l'avènement non seulement d'une société socialiste, mais d'une conscience socialiste. Je vais poursuivre. Je pensais que c'était l'autre partie, mais je poursuis en fait. Donc, on voit qu'il y a à la fois un rapport de proximité et de distance avec les théories marxistes contemporaines de Williams. Et c'est là sans doute une des caractéristiques centrales des Cultural Studies, que de puiser leurs racines, une partie de leurs racines dans le marxisme, tout en s'érigeant également contre certains de leurs possibles points aveugles ou présupposés. Au centre de Birmingham, comme dans les premiers travaux de Williams ou de Hogarth, le marxisme apparaît d'ailleurs, c'est le terme de Stuart Hall, comme problématique, du fait de ses faux fuyants face à ce qui constituera les principaux objets d'étude des Cultural Studies, ces objets d'étude étant, si on en croit Stuart Hall, la culture, l'idéologie, le langage, le symbolique. Le matérialisme culturel émerge ainsi d'une tension avec le marxisme, dont l'amplitude, parmi les pionniers des Cultural Studies, s'étend de la pure défiance à l'adhésion réflexive. Richard Hogarth, le fondateur donc, du centre de Birmingham, est sans doute celui qui fait montre de la plus grande hostilité à l'égard de la théorie marxiste de son époque, considérant que celle-ci porterait une vision romantique de la classe ouvrière en laissant dans l'ombre ses fractions non conscientisées. L'écriture singulière et minutieuse que déploie Hogarth dans la culture du pauvre, à mi-chemin entre le récit ethnographique, littéraire et autobiographique, propose ainsi de restituer la culture ouvrière dans toute l'épaisseur de ses contradictions face à la culture de masse. À l'opposé, l'historien Edward Thompson endosse explicitement la qualification de marxiste, un engagement théorique qui trouve une traduction concrète, pratique, dans sa participation aux activités du Parti communiste britannique dans les années 40 et 50, puis dans son soutien à la New Left, dont il sera l'un des représentants les plus publics dans les années 60 et 70.
La contribution de Thomson à la tradition du marxiste réside dans une version humaniste du marxiste qui, à l'écart d'une vision strictement mécaniste et au travers de l'écriture d'une histoire par le bas, met l'accent sur les processus de formation de la conscience et de la capacité d'agir ouvrière. Des trois auteurs ayant ouvert la voie à la réévaluation du concept de culture dans la Grande-Bretagne des années 50, Williams est sans doute le plus ambivalent à l'égard du marxisme. J'y reviendrai. Stuart Hall, de son côté, chausse les lunettes marxistes à la fin des années 60, en portant, comme Williams, un projet de révision théorique devant permettre de dégager un espace suffisamment ample pour penser le rapport entre culture et économie. Cette relation ambivalente au marxisme dessine les contours d'une version typiquement britannique de ce qu'on appellera le post-marxisme, et qui émerge ici d'un long dialogue théorique entre deux paradigmes concurrents. C'est donc sur cette concurrence et cette tension entre ces deux paradigmes que je vais revenir. D'un côté, le structuralisme, ou marxisme structural, puisque Althusser sera sans doute le représentant le plus important de l'appropriation du structuralisme dans les cultural studies, et de l'autre côté, ce que Stuart Hall nomme le culturalisme, qu'on peut référer au matérialisme culturel, puisque ces deux représentants les plus importants sont Williams et Thomson. Le paradigme culturaliste trouve son point d'ancrage dans la critique du marxisme orthodoxe et de son application littérale de la métaphore de la base et de la superstructure. Dans Marxism and Literature, Williams écrit: dans le passage de Marx au marxisme, puis dans le développement de formulations explicatives et didactiques, les termes utilisés dans les arguments d'origine ont été projetés comme s'ils désignaient des domaines observables de la vie sociale. Au sein du marxisme orthodoxe, la base ou infrastructure, relative au mode de production, détermine en dernière instance la superstructure, relative à la culture et à l'idéologie. Williams s'est attaché à complexifier ce modèle selon lequel les idées ne seraient que le simple reflet du mode de production. S'inspirant de penseurs du marxisme occidental, en particulier Georg Lukács, Valentin Volozinov et Lucien Goldman, il récuse ce déterminisme économique et lui préfère une conception selon laquelle la base et la superstructure seraient situées, je cite, au sein d'un champ de force mutuellement mais inégalement déterminante. Ça, c'est une formulation qu'il donne en 1971 dans un article qui s'appelle Literature and Sociology. À propos de... donc Williams va aussi s'appuyer notamment sur les écrits de Lukács, et à propos de la prévalence de l'économique dans l'orthodoxie marxiste, Lukács notait, non sans malice, que l'idée même d'une primauté de la base matérielle pouvait être comprise comme un effet historique du mode de production capitaliste. Une position qu'endosse parfois Williams et qui, d'une certaine façon, piège l'économisme à son propre jeu en considérant le marxisme orthodoxe comme n'étant lui-même rien d'autre qu'un reflet du capital. Au travers de cette entreprise de critique du modèle de détermination économique, Williams trace les contours d'une sociologie de la culture. C'est la façon dont il redéfinit son projet dans les années 80 avec un ouvrage éponyme qui est en tête de liste de tous les curriculums de sociologie de la culture en Grande-Bretagne. Une sociologie de la culture dont le projet est de questionner les conditions socio-historiques d'une détermination dont la direction et l'effectivité sont sans garantie. Il ne s'agit donc pas tant pour Williams de penser l'autonomie relative de la superstructure, ce qu'autorise déjà la théorie de Marx, mais surtout de décrire les différents niveaux d'interaction et de codétermination entre l'économique et le culturel. Williams ouvre ainsi la voie à la tradition du matérialisme culturel par ce geste inaugural.
tradition selon laquelle l'étude de la culture constituerait un point d'entrée pertinent pour saisir un mode de production donné et les rapports sociaux qui en découlent. Cette perspective permet de penser la culture au-delà du socle économique de production, mais aussi de donner à voir la façon dont des processus culturels peuvent déterminer des rapports de production ou des luttes dans le champ social. Williams critique ainsi, cette fois explicitement, la thèse de Marx de l'homologie ou de la correspondance formelle entre les idées et les rapports sociaux au sein desquels elles sont formées. Williams écrit, ça c'est dans un ouvrage tardif de 89 qui s'appelle What I Came to Say, « Il y a autre chose en jeu qu'un reflet ou une représentation. Les arts et les idées peuvent être vus comme formés au sein de la structure, mais aussi comme activement formés selon leurs propres termes, au sein d'un ordre social général et de ses complexes relations internes. » Cette thèse, que Stuart Hall qualifie d'interactionniste, insiste sur la dimension indissociable des éléments du processus socio-matériel. Afin de contrer l'idée selon laquelle la superstructure s'élève sur la base, Williams va aussi s'appuyer sur une lettre de Engels à Joseph Bloch, dans laquelle l'interprétation mécaniste de la relation entre base et superstructure est contestée par Engels. La situation économique est la base, écrit Engels, mais les divers éléments de la superstructure exercent également leur action sur le cours des luttes historiques, et dans beaucoup de cas en déterminent de façon prépondérante les formes. Williams juge toutefois insuffisante cette reformulation, qui plutôt que de déplacer les termes de la métaphore, en propose certaines exceptions permettant son maintien en l'état. L'idée même que la situation économique serait la base va à l'encontre de la conception de Williams. Williams juge par exemple l'ordre politique comme relevant pleinement de la production matérielle, en ce sens qu'il assure la persistance des rapports de production. In fine, c'est la métaphore de la base, c'est la métaphore base-superstructure elle-même que Williams abandonne, comme le relève Terry Eagleton. L'enjeu est alors pour Williams, une fois cette métaphore passée au crible, de redéfinir le concept même de détermination, qui va alors apparaître sous sa plume comme le processus par lequel, je reprends ces termes, des pressions et des limites forment et contraignent la pensée et l'action humaine. Ce point, il va le développer notamment dans Marxism and Literature. Cette perspective, qui permet de retenir une conception non déterministe du sujet, sera vue comme dessinant les contours d'un marxisme humaniste, c'est-à-dire d'un marxisme permettant de penser la capacité d'agir des sujets individuels. L'autre grande figure du matérialisme culturel, l'historien Thomson, privilégie au même titre que Williams, comme je le disais tout à l'heure, un marxisme humaniste qui met l'accent sur la capacité d'agir, agency. Dans son ouvrage le plus célèbre, La formation de la classe ouvrière anglaise, Thomson retrace le développement d'une conscience de classe ouvrière en adoptant le point de vue de ces oubliés de l'histoire. Thomson conteste en particulier l'idée selon laquelle la classe constituerait une structure existant indépendamment des acteurs sociaux. Il s'oppose ainsi à une perspective qui, selon lui, figerait ce processus dynamique qu'est la constitution d'une classe et surtout occulterait le rôle actif qu'ont joué les membres de la classe ouvrière dans l'avènement d'une conscience commune. Thomson et Williams s'accordent tous deux sur la nécessité d'une théorie marxiste faisant place à un sujet dont la capacité d'agir excéderait la détermination par les rapports de production. Ils se retrouvent également dans une position qui donne la primauté méthodologique à l'étude des rapports sociaux tels que vécus par les individus. Ce que Williams étudiera comme des structures de sentiments, et ce que Thomson analysera avec le concept d'expérience,
pensé comme un point d'intersection entre les conditions matérielles et la conscience. Enfin, j'ajouterai une dernière chose à cette présentation du matérialisme culturel de Williams. Le matérialisme culturel désigne aussi la nécessité de penser la dimension matérielle de la production de la culture. En ce sens, cette tradition aurait pu permettre un dialogue fécond avec les approches critiques des industries culturelles. En effet, outre d'impliquer une redéfinition de la détermination, le matérialisme culturel décrit une position selon laquelle la culture doit être reconnue comme un processus de production à la fois matériel et social. Dans Marxisme et littérature, Williams va jusqu'à définir le matérialisme culturel comme, je cite, une théorie des spécificités de la production culturelle matérielle située au sein du matérialisme historique. J'en viens maintenant aux usages du second paradigme des Cultural Studies britanniques, le structuralisme. Paradigme qui apparaît notamment avec les textes de Stuart Hall. Stuart Hall s'étant saisi avec une certaine liberté de la littérature structuraliste, en particulier des travaux de Lévi-Strauss et de Roland Barthes, en retenant en particulier leur appréhension de la culture comme système de signes et ensemble de pratiques signifiantes. Ce sont toutefois les écrits de Louis Althusser qui font l'objet de l'appropriation la plus significative et qui sont l'objet des débats les plus vifs au sein du centre de Birmingham, en particulier suite à la traduction en anglais de ses ouvrages pour Marx en 1969 et Lénine et la philosophie en 1971. Stuart Hall voit dans ces textes le moyen de poursuivre l'entreprise de la critique de l'orthodoxie marxiste et à partir de 3 propositions formulées par Althusser, de repenser le concept d'idéologie. Hall retient en particulier que l'idéologie opère par le biais d'une pluralité d'institutions, familiales, religieuses, scolaires, juridiques, politiques, syndicales, médiatiques et culturelles, qu'Althusser décrit comme des appareils idéologiques d'État. Deuxièmement, Hall retient que l'idéologie a une existence matérielle, en d'autres termes qu'elle n'advient qu'au travers de pratiques et rituels activés par un appareil idéologique donné. Et enfin, il retient que le principe de toute idéologie est de constituer des sujets au travers d'un processus d'interpellation. À partir de ces propositions, Hall va tenter notamment de rendre compte des modalités d'opération de l'idéologie dans le discours médiatique, afin de penser la fonction de ces derniers, d'une part dans l'interprétation et la construction de la réalité, d'autre part dans la formation des sujets. L'intérêt de Hall pour le structuralisme n'est pas toutefois sans certaines précautions, car malgré la fulgurance et l'ampleur de son succès, ce paradigme fait l'objet de vives contestations dans la Grande-Bretagne des années 70. Le structuralisme se voit à la fois reprocher un déni de l'historicité, qui laisserait peu de place à l'étude du changement social, et un déterminisme inconscient qui évacuerait toute capacité d'action. Ces 2 points constituent les raisons principales de la fronde des culturalistes vis-à-vis des structuralistes, en particulier de E.P. Thompson, qui va signer un célèbre manifeste anti-althusserien intitulé « The Poverty of Theory », la pauvreté de la théorie. Dans la confrontation assez vive qui va émerger entre les 2 camps, 2 conceptions se répondent. D'un côté, l'accent est mis sur les sujets actifs de l'histoire, tandis que de l'autre, la priorité serait accordée à une structure sociale invariante ou quasi invariante. Le matérialisme culturel de Williams, que viendront compléter et renforcer les travaux de Thompson, se voit réapproprié par Stuart Hall lorsque celui-ci succède à Hogarth à la direction du centre de Birmingham en 1968. Le projet post-marxiste de Hall
situe la question de l'idéologie au cœur du programme de recherche des Cultural Studies. Celui-ci va réviser toutefois en profondeur les éléments de la théorie de Williams en faisant dialoguer les deux paradigmes. L'opposition entre culturalisme et structuralisme culmine alors dans une opposition terme à terme, concept contre concept, que Jean-Jacques Le Cercle résume ainsi dans la préface qu'il a réalisée à l'édition française de Matérialisme et Culture. Donc, l'opposition est la suivante: histoire plutôt que structure, sujet actif plutôt que sujet interpellé, expérience plutôt que pratique, structure of feeling plutôt qu'idéologie. La contribution de Hall au matérialisme culturel réside ainsi, en premier lieu, en l'intégration au sein du culturalisme de certains éléments du structuralisme et du marxisme structural. En particulier, la conception lévi-straussienne de la culture et la théorie althusserienne de l'idéologie. La tension entre culturalisme et structuralisme marxiste trouve sa résolution au travers d'un détour, c'est le terme qu'emploie Hall, un détour par l'œuvre du philosophe marxiste italien Antonio Gramsci. Celle-ci servira en effet à Stuart Hall dans son projet de synthèse théorique entre les deux courants. Synthèse sur laquelle il est intéressant de se pencher, synthèse que Hall mènera à bien et qui explique, à mon sens, la réussite et le destin international des Cultural Studies, mais aussi un certain nombre de tensions qui perdurent en leur sein. L'intérêt d'employer Gramsci, ou en tout cas la facilité qu'a eu Hall à employer Gramsci, réside notamment dans le fait que, comme les culturalistes, Gramsci donne une place prépondérante aux conjonctures historiques et au tissu culturel de la société. Tandis que, parallèlement, sa conception de l'idéologie résonne avec le marxisme structural d'Althusser, à tel point que dans son célèbre article sur les appareils idéologiques d'État, Althusser relève que, donc je cite Althusser, « Gramsci est à ma connaissance le seul qui se soit avancé sur la voie que j'emprunte ». Je vais me permettre de dire quelques mots de Gramsci, en espérant que ça n'empiète pas sur l'exposé, mais que ça nourrisse la conversation de cet après-midi, simplement pour qu'on puisse bien saisir les éléments sur lesquels Stuart Hall va s'appuyer. Hall va s'appuyer en particulier sur le concept d'hégémonie, issu donc de la tradition marxiste et qu'on trouve notamment sous une forme différente dans les écrits de Lénine. Concept d'hégémonie qui, chez Gramsci, revêt deux significations principales. D'abord, le processus de formation d'un consentement par lequel une classe accède au pouvoir, processus caractérisé par ce que Gramsci appelle une révolution du sens commun. Celle-ci consiste en une transformation idéologique, c'est-à-dire en une modification de la conception du monde. Chez Gramsci, le terme d'idéologie renvoie à la lutte culturelle sur laquelle tout projet de transformation politique doit nécessairement s'appuyer pour espérer parvenir à son but. D'autre part, l'hégémonie désigne un mode d'exercice du pouvoir, caractérisé par un équilibre entre société civile et société politique. Si la société politique est le lieu de l'activité répressive de l'État, l'administration, l'armée, la justice, la société civile désigne quant à elle l'ensemble des institutions et forces sociales qui ne prennent pas directement part ni à l'activité économique, ni au fonctionnement de l'État. Elle regroupe ainsi les organisations culturelles, religieuses, partisanes ou médiatiques. L'engagement marxiste de Gramsci le porte en particulier, et c'est ce qui va notamment intéresser Hall dans ce moment de formation d'une lutte idéologique contre le thatcherisme. Donc je disais, l'engagement marxiste de Gramsci porte aussi à formuler une pensée stratégique, ce que souligne particulièrement Razmik Kocheyan dans la préface des textes de Gramsci qu'il a rassemblés aux éditions La Fabrique. Une pensée stratégique dépliant les modalités par lesquelles la classe prolétaire pourrait se constituer et se maintenir en classe hégémonique.
Ce processus relève selon lui d'une lutte idéologique où la culture est le terrain d'un affrontement entre différentes classes à visée hégémonique. Il souligne ainsi dans le dessin révolutionnaire la nécessité d'un front culturel, donc je cite Gramsci, à côté des fronts purement économiques et politiques. Stuart Hall va donc s'appuyer sur cette conception selon laquelle la culture serait le terrain d'une lutte idéologique. Néanmoins, le terme qui va se trouver déplacé de Gramsci à Hall, c'est le terme de classe sociale, puisque Hall va s'appuyer particulièrement sur les relectures de Gramsci effectuées par Ernesto Laclau et Chantal Mouffe. Hall développe une théorie de la culture comme espace de conflictualité idéologique, selon laquelle le discours constituerait le moyen d'un affrontement visant le contrôle de la signification. Jusque-là, on n'est pas trop loin de Gramsci et de cette idée d'une révolution du sens commun. À la différence de Gramsci, Hall considère toutefois que l'idéologie dominante ne se trouve pas nécessairement articulée aux classes dominantes, bien qu'elle puisse l'être en certaines conditions historiques. Le post-marxisme de Hall désigne ainsi comme radicalement contingent le rapport entre l'idéologique, l'économique et les forces sociales, les classes ou sujets politiques. Ce lieu d'indétermination, qui constitue le point de focalisation des cultural studies britanniques à partir de Stuart Hall, met ainsi l'accent sur l'articulation contextuelle, nécessairement contextuelle, entre des formations discursives, des rapports de production et des sujets politiques. C'est ce qui fait à dire à Lawrence Grossberg que le modèle des cultural studies britanniques constitue une véritable théorie des contextes, pour reprendre son terme, et il pense là particulièrement au fait que ce Gramsci post-Laclau, post-Mouffe, qui va être au cœur de la théorie et avec une dose d'Althusser, qui va être au cœur de la théorie de Hall, va très rapidement être qualifié au sein du centre de Birmingham sous l'expression théorie de l'articulation. Une théorie de l'articulation qui est donc cette fameuse théorie des contextes. La théorie de la culture que dessinent les travaux de Hall réalise un autre mouvement qui est le suivant. Elle complexifie la proposition inaugurale de Williams d'une définition anthropologique de la culture. Stuart Hall craint en effet, s'agissant de l'étude de la culture populaire, qu'une telle approche ne tende au développement d'une vision folklorique du peuple. Ce sur quoi E.P. Thompson va d'ailleurs le rejoindre et formuler un certain nombre de critiques quant à la définition de la culture de Williams. Surtout, cette approche de la culture comme mode de vie négligerait la dimension nécessairement conflictuelle de la culture. Le fait que la définition même d'un mode de vie suppose sa mise en tension avec d'autres modes constitués comme opposés. Dans la perspective gramscienne qui est celle de Hall, et qu'adoptera tardivement Williams suite à ces critiques formulées par Thompson et Hall, la culture ne peut plus s'entendre toutefois comme une série figée de symboles ou d'activités, pas plus qu'elle ne serait réductible aux mœurs d'une société. La culture, en tant qu'elle traverse toutes les pratiques sociales et constitue la somme de leurs interrelations, pour reprendre une expression de Hall, est plutôt appréhendée comme le lieu d'une lutte pour l'hégémonie, au travers de laquelle la tension entre des formations culturelles concurrentes se trouve à la fois activée et déplacée. J'en arrive donc à une dernière partie à propos des formes de tension entre matérialisme culturel et marxisme structural et de leur expression également contemporaine. Je voudrais relever d'abord par rapport à ces deux courants
que leur opposition se joue aussi à un niveau rarement relevé, à mon sens, dans la littérature. En l'occurrence, dans la littérature, en tout cas en Cultural Studies, ou sur l'histoire des Cultural Studies britanniques, leur opposition se joue aussi sur leur conception de l'humain. Si, comme je l'ai souligné, le matérialisme culturel de Thomson et Williams se définit par un marxisme structuraliste, qui, comme le dit Jean-Jacques Le Cercle, insiste sur l'action du sujet individuel contre les contraintes de la structure, le marxisme structural se caractérise de son côté par son anti-humanisme. Le marxisme d'Althusser décentre le sujet de l'histoire, voire l'abolit, au profit de l'idée d'un procès sans sujet, dont Althusser dira plusieurs fois en fin de vie qu'il s'agit sans doute là de sa contribution la plus importante, à ses yeux. Comme le rappelle Daniel Ben Saïd, dans son œuvre, Althusser, je cite Ben Saïd, tente de conjurer les multiples démons qui hantent le marxisme. Humanisme, historicisme, évolutionnisme. La position d'Althusser est ainsi celle d'un anti-humanisme théorique, parfois teinté de spinozisme, et qui à ce titre résonne avec les plaidoyers anti-humanistes d'un Foucault ou parfois d'un Derrida. Chez Williams, l'accent est mis sur un sujet contraint par la structure, mais néanmoins doté d'une certaine autonomie. Cette proposition est soutenue par la définition que propose Williams de la détermination, comme désignant les limites de l'expérience et les pressions qui s'exercent sur elle. Williams se distingue ici assez nettement de Marx, selon lequel, pour reprendre la formule bien connue, l'existence sociale détermine la conscience. En effet, Williams tente de dégager un espace pour tenter de penser des formes de conscience échappant à ce qu'il appelle échappant aux structures de sentiments hégémoniques, c'est-à-dire échappant à la communauté d'expériences prescrite par la structure de l'existence sociale. Williams est ainsi en un sens plus humaniste que Marx. De façon intéressante, cet humanisme renforcé, en tout cas notamment vécu et affirmé en partie comme tel par Williams, se fonde sur la critique de l'opposition entre matériel et idéal. Williams critique en effet ce qu'il perçoit comme un idéalisme persistant dans le marxisme, la dualité entre monde matériel et monde idéal. Cette dualité contribuerait selon lui à obscurcir la thèse marxiste de l'indissociabilité entre conscience et conditions matérielles d'existence. La tension que j'ai décrite vraiment à grands traits entre humanisme et anti-humanisme me paraît centrale pour comprendre les orientations subséquentes des Cultural Studies et les critiques qu'elles ont pu soulever. D'abord, la synthèse théorique réalisée par Hall entre matérialisme culturel et marxisme structural me semble avoir été rendue possible par la volonté commune à ces deux courants de récuser l'orthodoxie marxiste et une certaine conception de la détermination en dernière instance. Dans les années 80, c'est principalement sous les traits de la synthèse théorique réalisée par Hall que les Cultural Studies voyageront en Amérique du Nord. Que reste-t-il donc de Williams et d'Althusser dans les Cultural Studies? Et en quoi ces héritages théoriques peuvent-ils expliquer les développements de ce domaine de recherche? Ce qui reste incontestablement d'Althusser, c'est l'idée d'un procès sans sujet, qui se trouve par exemple déclinée dans la célèbre théorie de la performativité du genre de Judith Butler, qui considère le genre comme un procès itératif sans sujet. Elle utilise très régulièrement cette phrase « There is no doer behind the doing », il n'y a pas de sujet de l'action, il n'y a pas de sujet derrière l'action. Et on voit bien là la trace de la conception althussérienne. Pour s'en convaincre, il faut aussi remonter aux premiers écrits de Judith Butler, comme par exemple La vie psychique du pouvoir, où elle fait une lecture croisée de Foucault et Butler pour asseoir sa conception du sujet.
Ce qui reste aussi, c'est le conjoncturalisme d'Althusser, particulièrement un conjoncturalisme qui est particulièrement saillant dans la critique que fait Althusser de la dimension téléologique du matérialisme dialectique. L'exemple le plus évident de reprise assez directe de cette critique est celui de l'émergence actuelle du New Materialism, qui prend en particulier appui sur les derniers écrits d'Althusser sur le matérialisme aléatoire. Texte sur le matérialisme aléatoire où Althusser récuse l'idée de nécessité historique et met l'accent sur la conjoncture, la rencontre fortuite, la prise. Voilà, donc un courant qui aujourd'hui se retrouve particulièrement ravivé, réveillé dans le dit néo-matérialisme. On peut se demander si certaines des critiques adressées aux cultural studies contemporaines ne sont pas liées à l'héritage althussérien et à son lot d'ambiguïté. Nombreux sont en effet les points de conflit potentiels. Le refus de la dialectique, la dissolution de la praxis dans la simple pratique théorique, qui va faire couler beaucoup d'encre et qui va valoir à Althusser un certain nombre de critiques, ou encore, et peut-être plus grave, les errements épistémologiques d'Althusser dans la définition d'une hypothétique coupure chez Marx entre idéologie et science. Je laisse ouverte cette question, qui est une grosse question. Mais je pense néanmoins que Althusser constitue un des courants souterrains des cultural studies, y compris contemporaines, et que sans doute, voilà, il y a là une piste à creuser aussi pour comprendre certaines résistances aux cultural studies et parfois certains errements des cultural studies. Néanmoins, ironiquement, ce qui peut parfois être perçu comme une déviation vis-à-vis du matérialisme dans les cultural studies internationales, notamment dans cette opposition entre théorie des industries culturelles et cultural studies, qu'on voit comme du côté du postmodernisme, et les premières s'affirmant matérialistes. À mon sens, ce qui est perçu comme une déviation vis-à-vis du matérialisme n'est bien souvent que la manifestation de la crise du marxisme orthodoxe qu'a célébré et entretenu Althusser lui-même. Pour revenir à Williams, ce qui reste de Williams, c'est d'abord la définition anthropologique de la culture, mais aussi l'insistance sur le fait qu'étudier la culture permettrait de saisir la façon dont un ordre social, je cite, se trouve communiqué, reproduit, vécu et exploré. Il est difficile d'identifier, aussi précisément que j'ai essayé de le faire pour Althusser, ces zones de recherche qui illustrent la persistance de ces conceptions de Williams, tant celles-ci ont imprégné les cultural studies pour y devenir une sorte de sens commun de la recherche. Je relèverai toutefois un seul courant qui est celui qui, je dirais de la façon la plus explicite, s'est revendiqué de l'héritage du matérialisme culturel. C'est la théorie de la dissidence sexuelle, qui constitue la version britannique de la théorie queer et qui s'est en particulier appuyée sur cette idée d'un marxisme humaniste mettant l'accent sur la capacité d'agir. On a donc toute une tradition de réflexion sur la dissidence sexuelle et la capacité d'agir inscrite dans une perspective matérialiste qui va émerger en Angleterre comme dans une version tout à fait différente et tout à fait opposée à ce qui va émerger plutôt sous l'égide du postmodernisme avec la théorie queer aux États-Unis. Cette comparaison des héritages fait émerger une question intéressante. Une question intéressante parce que je crois qu'elle fait écho à certains questionnements contemporains. La question des débats autour du concept d'agency.
lieu de résurgence des oppositions entre l'humanisme de Williams et l'anti-humanisme d'Althusser, ces débats ravivent les oppositions entre l'insistance sur la structure ou l'insistance sur le sujet. Je n'en donnerai qu'un seul exemple, tiré des études postcoloniales. Cet exemple, c'est celui de la passe d'armes entre Anne McClintock et Homi Bhabha, au milieu des années 90, fin 90. Dans les lieux de la culture, son ouvrage le plus célèbre, Homi Bhabha situe la capacité d'agir du sujet colonisé dans les failles ouvertes par l'ambivalence du discours colonial. Anne McClintock a répondu à cette célèbre théorie de l'ambivalence du discours colonial en critiquant la disparition des agents de l'histoire au profit d'un formalisme excessif par lequel la capacité d'agir en viendrait à être exclusivement localisée dans les failles intérieures du discours. On voit ici, je crois, se rejouer sur un autre plan la querelle entre matérialisme culturel et marxisme structural. Loin d'être anecdotique, cet exemple donne à voir que la tension entre les deux paradigmes unifiés par Stuart Hall continue de vivre. Une tension interne au matérialisme qui continue de résonner dans les cultural studies contemporaines. Je vous remercie.